Bonjour, je suis Grégoire Zorza, docteur en pharmacie, directeur de la biologie clinique dans l'unité d'innovation oncologie chez Pierre Fabre Medical Care. En plus de mes activités sur le biobanking et la coordination réglementaire de l'accès aux échantillons biologiques humains, je suis également responsable des activités de suivi des biomarqueurs au cours des études cliniques de la phase 1 à la phase 3. Pierre Fabre conjugue recherche pharmaceutique et recherche en dermocosmétique, créant ainsi des ponts originaux entre ces deux activités complémentaires. Au fil des ans, se sont développées de nombreuses expertises transverses, dont la médecine translationnelle en medical care. C'est ce domaine d'activité que je souhaite partager avec vous dans cette présentation, en vous montrant comment les biomarqueurs sont devenus un support clé en recherche et développement. Ces 60 dernières années, nous avons assisté à des avancées exceptionnelles dans le domaine scientifique, médical, mais aussi technologique, et plus particulièrement en oncologie. Ces avancées devaient contribuer à augmenter l'efficience en recherche et développement. Force est de constater, dans cette publication, qui date de 2012 dans Nature Reviews, que le nombre de médicaments nouveaux approuvés, fonction des sommes investies, en R&D diminue de moitié tous les 9 ans depuis 1950. De nombreuses solutions ont été proposées pour contrecarrer la baisse suggérée de l'efficience en R&D. Une des causes d'échec des thérapies dans les études cliniques, identifiées dans cette publication, serait le manque d'efficacité des médicaments développés. Elle fait partie de l'attrition qui est observée principalement dans les études cliniques de phase 2 et de phase 3, dont l'efficacité est le premier endpoint. Ce manque d'efficacité représenterait 50 à 60% des causes d'échec, tandis que la safety ou tolérance constituerait 30% de ces causes. Quand on regarde les classes thérapeutiques, on s'aperçoit que 30% des médicaments concernés sont des traitements en oncologie. Nous savons tous que les coûts et les délais de recherche et développement d'une molécule sont très importants. Les exigences réglementaires, qui sont au fil des années beaucoup plus contraignantes, ont permis aux industries pharmaceutiques de repenser le modèle de R&D. Dans chaque étape, discovery, phase précoce et phase tardive, les études sont designées différemment pour diminuer le temps de développement d'un médicament. De plus, les nouvelles thérapies innovantes et la compétition dans certains secteurs comme l'oncologie, avec la montée en puissance de l'immunothérapie et des thérapies ciblées, ont incité la R&D à mettre en place des comités décisionnels à toutes les étapes en introduisant de nouveaux marqueurs comme support de décision. La médecine translationnelle fait partie de ces nouveaux marqueurs. Il s'agit de programmes de recherche biomédicale en préclinique et en clinique, conduits pour supporter le développement d'un médicament qui aide à l'identification d'une population de patients appropriés à un traitement, notion de sélection de patients. Identification d'un schéma d'administration en clinique et des meilleures indications ou des segments de patients pour lesquels on pourra tester ce médicament. La médecine translationnelle a introduit un nouveau concept, celui de la médecine de précision en oncologie. Elle consiste à proposer un traitement individualisé aux caractéristiques tumorales du patient. Il s'agit donc d'une nouvelle opportunité qui permet de diminuer l'attrition. La médecine de précision est présente soit au travers de la thérapie ciblée, soit de l'immunothérapie. La stratégie de la médecine de précision est de passer d'un concept de traitement dit tout venant à un concept ultime de super répondeur, en proposant un diagnostic moléculaire ou un test diagnostique afin d'identifier les patients qui auront toutes les chances de répondre au traitement. Elle utilise donc un biomarqueur pour identifier ces patients potentiellement répondeurs. Qu'est-ce qu'un biomarqueur? Un groupe d'études américains donne la définition suivante: une caractéristique objective, mesurée et évaluée comme indicateur de process normal biologique, process pathologique ou de réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. Plus simplement, l'utilisation de biomarqueurs dans le développement des médicaments est une notion totalement empirique. Un patient qui développe une infection manifeste des symptômes comme la fièvre, qui n'est autre qu'un biomarqueur.
La disparition de ces signes dans sa phase de guérison montrera que la solution thérapeutique a été efficace. Plus scientifiquement, quand nous faisons de la pharmacocinétique, nous utilisons des biomarqueurs pour réaliser des approches de pharmacocinétique, pharmacodynamie, c'est-à-dire des approches dites PKPD, comme l'illustre cet exemple sur un vincalcaloïde dont la toxicité hématologique est un biomarqueur de tolérance, de safety, mais également pourrait être assimilé à un biomarqueur de pharmacodynamie, montrant que ce biomarqueur, ce médicament, agit bien sur le système hématopoïétique. C'est certes paradoxal, mais à l'extrême, nous pouvons dans certains cas utiliser un biomarqueur pour adapter la posologie d'un médicament. Il existe plusieurs types de biomarqueurs. Ceux qui nous intéresseront en médecine de précision seront tout d'abord les biomarqueurs pharmacodynamiques, qui mesurent l'interaction du produit avec la cible, puis les biomarqueurs de stratification de patients ou d'identification, de sélection de patients, qui permettront d'identifier un sous-groupe de patients potentiellement répondeurs à l'anticancéreux. Notez toutefois qu'il existe d'autres biomarqueurs, comme par exemple les biomarqueurs de diagnostic ou les biomarqueurs de pronostic. Nous pouvons classer tous les types de biomarqueurs dans le processus de développement d'un médicament, des phases early aux phases de post-enregistrement. Ainsi, nous retrouverons les biomarqueurs de pharmacodynamie dans les phases de préclinique et les études cliniques de la phase 1 à la phase 3, mais surtout les biomarqueurs de stratification tout au long du process. Une fois un biomarqueur de recherche identifié, pouvant potentiellement être candidat pour cibler les patients éligibles au traitement, les étapes de développement d'un test débuteront pour aboutir en fin de processus à la commercialisation conjointe du médicament et du test diagnostique. Si nous entrons maintenant plus dans les détails de ces deux types de biomarqueurs, le biomarqueur de stratification permettra d'identifier les meilleurs répondeurs des non-répondeurs à une thérapie, avec comme objectif ultime de développer le test diagnostique, qu'on appelle encore test compagnon ou CDX, avec un niveau de validation dépendant de sa phase de développement. Les stratégies multiples et différents business models seront considérés après la preuve de concept pour l'enregistrement du produit. Une stratégie de sélection des patients devra être proposée très tôt dans le développement. Les biomarqueurs de pharmacodynamie, quant à eux, guideront les études cliniques avec la PKPD pour optimiser les schémas d'administration. Par exemple, différencier un anticorps monoclonal d'un autre anticorps pour le même récepteur. La valorisation de cette stratégie permet, pour les nouvelles classes thérapeutiques, d'optimiser le développement du produit et de donner un poids décisionnel à la stratégie du go-no-go. En médecine personnalisée, il existe plusieurs manières d'identifier cette population cible. Soit en s'intéressant à la protéine elle-même, par le calcul de son taux d'expression, semi-quantitatif ou quantitatif, soit en analysant un gène ou plusieurs en détectant par exemple la présence d'une mutation dans la tumeur. Le développement des technologies, introduction du séquençage et l'émergence des logiciels d'analyse utilisés par exemple en digital pathologie ont permis de renforcer les possibilités d'identifier plus précisément ces patients potentiellement répondeurs. Ces analyses se font toujours à partir d'une tumeur archivée ou fraîchement prélevée, mais la présence dans le milieu circulant de traces d'ADN tumoral permet d'envisager à moyen terme des stratégies beaucoup moins contraignantes pour le patient. Quoi qu'il en soit, les études de prévalence réalisées en amont des études cliniques donnent une probabilité de présence de la cible, taux estimé de patients répondeurs, et nécessitent parfois de tester un très grand nombre de patients avant d'identifier ceux qui exprimeront la protéine ou le gène. Cette stratégie de sélection des patients fait partie intégrante de la stratégie de développement d'une molécule anticancéreuse, mais permet aussi d'envisager des niches comme par exemple les maladies rares. Dans cette stratégie, seuls les patients exprimant un gène ou une protéine seront traités pour évaluer la safety du produit. Étude de phase 1 et son efficacité contre la tumeur, étude de phase 2 puis étude de phase 3. Les autres ne seront pas traités. Il est donc important d'affiner au cours du temps le mode de calcul de l'expression de la cible afin de donner toutes les chances à un maximum de patients. Toutefois, cette stratégie permet aussi de ne pas traiter des patients qui auraient peu de chances de montrer une efficacité au produit,
mais qui auraient en revanche une forte probabilité de développer des effets indésirables graves, ce qui, éthiquement parlant, serait inacceptable. Arrêtons-nous maintenant sur l'expression d'une cible thérapeutique. C'est elle qui conditionnera le fait d'administrer ou non le médicament. Dans un scénario optimal, les cellules saines, matérialisées par des ronds bleus, n'exprimeront pas ou très peu la cible. En revanche, les cellules cancéreuses, matérialisées en orange, l'exprimeront beaucoup plus fortement. Je viens de vous expliquer comment on peut évaluer le mode d'expression d'une cible. Ce qui est important dans cette illustration, c'est surtout de montrer l'hétérogénéité de cette expression qui sera à la base même de la justification d'un test de sélection des patients en calculant un seuil au-delà duquel seuls les répondeurs seront inclus dans le protocole thérapeutique. Ainsi, ce scénario optimal permettra de sélectionner les patients sur la base du taux d'expression d'une cible. Avant 2010, les traitements médicamenteux conventionnels utilisés en oncologie étaient la chimiothérapie, principalement à partir de petites molécules avec tous les effets indésirables que nous connaissons. L'arrivée des thérapies ciblées a permis de proposer des nouvelles alternatives thérapeutiques qui s'attaquent directement à la tumeur et préservent les cellules saines. L'apport des ADC, la combinaison d'une chimiothérapie très puissante avec un anticorps monoclonal, permet de vectoriser, c'est-à-dire d'amener dans la cellule tumorale directement la molécule anticancéreuse qui sera libérée et agira à des taux largement plus puissants que l'on aurait pu le faire en l'administrant, car on n'aurait jamais pu l'administrer à ces taux mêmes toute seule. Les anticorps monoclonaux, eux, ont également une action propre et entrent depuis une décennie dans la nouvelle stratégie d'immunothérapie qui permet de réactiver le système immunitaire comme action contre la tumeur. La médecine de précision s'inscrit totalement dans ces stratégies de thérapie ciblée et d'immuno-oncologie. La littérature publie régulièrement l'avantage de la stratégie de sélection des patients, comme par exemple cette publication qui montre par une méta-analyse faite à partir de 676 essais cliniques de phase 3 dans le cancer du poumon épidermoïde, que le taux de succès d'une thérapie ciblée sur un récepteur guidé par un test diagnostique augmente d'un facteur 2 par rapport à la même thérapie sans le CDX. La stratégie de sélection des patients montre alors tout son bénéfice. Quels sont les obstacles à surmonter? Tout d'abord, accéder aux échantillons pour valider les rationnels des protocoles cliniques qui évaluent les biomarqueurs. Développer les outils de mesure et proposer des validations adaptées aux objectifs des études cliniques. Proposer enfin un modèle économique viable qui permettra de prendre en compte les stratégies de remboursement de médicaments et de son test diagnostique. La difficulté réside en fait que l'on étudie rarement un seul biomarqueur, mais très souvent, et surtout lors des études de phase 1, une combinaison de plusieurs biomarqueurs, principalement en ce qui concerne les biomarqueurs de pharmacodynamie. Ces biomarqueurs devront être facilement accessibles et les prélèvements les moins contraignants en type, en nombre et en fréquence pour le patient. Un biomarqueur devra être cliniquement relevant et valorisant pour le plus grand nombre de patients. La stratégie biomarqueur s'inscrit, comme nous l'avons vu, dans tout le process de développement du médicament. Nous traiterons en parallèle l'approche test-diagnostic de celle des biomarqueurs de pharmacodynamie. Ce plan biomarqueur devra être validé par les comités décisionnels de l'entreprise avec une vision large de la stratégie de développement qui toutefois peut être amenée à être modifiée ultérieurement. Cette publication récente résume bien les types de prélèvements, les fréquences et la pertinence des analyses sur les biomarqueurs en baseline, c'est-à-dire avant traitement, et en longitudinal, c'est-à-dire pendant le traitement. Elle montre aussi comment nous pouvons faire bénéficier de l'existence de prélèvements faits au diagnostic, tumeurs archivées, et de prélèvements qui seront prévus dans les essais cliniques pour quantifier ces biomarqueurs, mais aussi pour étudier un mécanisme d'action ou prévoir des phénomènes de résistance, de rechute à la maladie. C'est dans ce contexte que s'inscrira la stratégie d'utilisation de fragments d'ADN tumoral sanguin pour développer des kits de diagnostic. Ces prélèvements seront beaucoup moins contraignants pour le patient que des prélèvements tumoraux.
L'apport des nouvelles solutions de bioinformatique, comme l'intelligence artificielle, permettra de compiler toutes les datas obtenues à partir de ces prélèvements et d'augmenter la connaissance de la maladie au bénéfice du patient. Un point d'attention sera de développer des méthodes d'analyse sur mesure, fonction de l'objectif de l'étude et du stade de développement. Pour les biomarqueurs de stratification, il faudra garder en tête que l'on passe très rapidement du stade dit rétrospectif, analyse d'une biopsie alors que le patient est déjà traité, au stade dit prospectif, analyse d'une biopsie en vue de traiter le patient. Dans le premier cas, il s'agit de confirmer que la méthode permet bien de mesurer le biomarqueur, qu'il montre bien l'hétérogénéité et l'expression anticipée dans les études de prévalence. Ce type d'analyse est généralement fait au cours des phases 1. Dans le deuxième cas, il s'agira de proposer le traitement aux patients éligibles. La réglementation européenne, américaine, des diagnostics compagnons donne des guidelines qui sont updatées régulièrement sur les niveaux de validation exigés pour ce type de biomarqueur. Pour les biomarqueurs de pharmacodynamie, le nombre étudié lors des phases 1 peut être très important, surtout en immuno-oncologie. Les niveaux de validation dépendront aussi du stade de développement. Mais il faut garder en mémoire que l'on ne peut pas s'affranchir de certains types de validation, comme par exemple la reproductibilité d'un test au cours du temps, sous prétexte du nombre de biomarqueurs à étudier. Il faudra trouver la juste balance du niveau de validation en fonction du stade de développement et du nombre de biomarqueurs à étudier. Cette planche illustre l'interdépendance qui existe entre le développement du produit et celui du test diagnostique. Il est développé en parallèle. Pendant les phases dites early, incluant la phase 1, il peut y avoir plusieurs hypothèses et donc plusieurs biomarqueurs potentiels de sélection de patients. L'essai développé, que l'on appelle encore prototype, permettra de donner une idée de la prédictivité du test. Une fois le biomarqueur sélectionné, il entrera dans une phase de validation. Toutefois, pour que la validation soit complète, il faudra avoir bien défini le seuil d'expression, que l'on appelle en anglais cutoff, généralement sur la base des données rétrospectives obtenues pendant les phases cliniques, phase 1 et phase 2. Comme je vous l'ai signalé, les critères de validation sont décrits dans les guidelines. Avant de débuter la phase 3, la validation devra être finalisée afin de sélectionner les patients en prospectif. Je vous renvoie à cet article qui vous donnera beaucoup de renseignements sur le développement des tests diagnostiques. N'oublions jamais que le patient est au centre de toute recherche, incluant une recherche avec les biomarqueurs. L'industrie pharmaceutique, en étroite collaboration avec le corps médical et les associations de patients, mettra toujours en œuvre toutes les solutions qui permettent d'augmenter la compliance aux stratégies de prélèvement et de proposer des alternatives tout en réalisant les programmes d'études. Voilà, pour terminer cette présentation, je voudrais vous délivrer des messages clés. Le but de la médecine de précision est de proposer un traitement adapté, individualisé aux caractéristiques tumorales. La médecine de précision ne remplace pas les traitements existants, elle est alternative ou une thérapeutique additionnelle au seul bénéfice du patient. La médecine de précision consiste principalement en thérapie ciblée, en immunothérapie ou les deux. Les patients concernés sont ceux qui, dans l'indication de leur maladie, sont identifiés comme répondeurs au traitement. Enfin et cependant, les biomarqueurs doivent aussi permettre d'identifier les patients non répondeurs afin de leur proposer la solution thérapeutique la plus juste. Je vous remercie pour votre attention.